Y aura-t-il des guerres pour l'eau? Je voudrais aujourd'hui préciser ce concept de guerre pour l'eau dont on parle souvent maintenant et voir ce que cela recouvre exactement. Plus qu'une question de rareté globale, se posent surtout des questions de répartition, d'usage, d'accès à l'eau et des questions qualitatives, c'est-à-dire liées à la pollution. Regardons un globe terrestre. Sur notre Terre, l'élément le plus répandu, c'est l'eau. Elle couvre 71% de la surface de la Terre, mais cette eau est salée dans sa quasi-totalité, 97,5% exactement. Il ne reste donc que 2,5% d'eau douce, dont 2% sont stockés dans les glaciers des montagnes, dans les calottes polaires, ce qui la rend difficilement utilisable. Reste donc seulement 0,5% sous forme liquide, située dans les nappes phréatiques, ou les autres surfaces, c'est-à-dire les lacs, les rivières et les fleuves. Donc si l'on résume, alors que notre planète est très bien pourvue en eau, nous ne disposons en fait pour vivre que de 0,5% d'eau douce. Voilà donc pour la quantité, les grandes masses. Maintenant, regardons les lieux en utilisant une carte un petit peu particulière. Cette carte est une anamorphose, c'est-à-dire que la taille de chaque territoire est proportionnelle au volume annuel d'eau douce disponible. Cette disponibilité, elle est liée à la présence de la végétation, des fleuves, aux nappes souterraines et aux précipitations. Eh bien, on voit que dans le monde, les disponibilités sont réparties de façon très inégale. La déformation de la carte, en effet, nous fait bien voir que l'Amérique latine et l'Asie du Sud-Est sont très bien dotées en ressources hydriques, alors que l'Australie disparaît par exemple presque complètement de la carte, car le pays est fréquemment mais inégalement en situation de stress hydrique. Mais c'est surtout au Maghreb et au Moyen-Orient, qui sont des zones arides ou semi-arides, que ces ressources sont les plus faibles, ainsi qu'en Afrique subsaharienne. Voilà pour les disponibilités. Maintenant, comparons avec une autre anamorphose, celle du niveau de consommation de l'eau douce, où la taille de chaque territoire, là, est proportionnelle à sa consommation d'eau annuelle. C'est l'Amérique du Nord qui consomme, alors qu'on l'a vu, les ressources sont plutôt en Amérique du Sud. Le Moyen-Orient réapparaît, la Syrie, l'Irak, l'Iran, qui sont des pays surtout agricoles, donc gros consommateurs d'eau, tout comme dans le sous-continent indien, le Pakistan, l'Inde, le Bangladesh. Alors on le constate, la consommation en eau varie grandement d'un pays à l'autre et d'un mode de vie à l'autre. Ce niveau moyen de la consommation en eau n'est donc pas lié à la disponibilité, mais au niveau de développement économique et aux pratiques culturelles de chaque société. On peut dire ça autrement, les tensions que l'on voit apparaître sur cette ressource ne sont pas liées à l'accroissement de la population mondiale, mais au mode de vie d'une certaine partie de celle-ci. Pour preuve, au XXe siècle, la population a été multipliée par 3,8, alors que les prélèvements ont été multipliés par 7. On peut relativiser cet écart en rappelant que le cheptel et les surfaces cultivées à travers le monde ont elles aussi beaucoup augmenté pendant le XXe siècle. Voici donc ainsi plantée la géographie des disponibilités et des consommations. Eh bien, voyons maintenant comment se fait la répartition des usages par secteur. Il y a 3 activités qui sont grandes consommatrices d'eau douce. L'agriculture, qui représente à elle seule 70% des prélèvements d'eau, le secteur industriel, qui utilise chaque année en moyenne 20% des prélèvements, et les besoins domestiques, c'est-à-dire l'eau de tous les jours, qui prennent les 10% restants. Eh bien, ces pourcentages de répartition sont en évolution constante. Par exemple, avec l'augmentation de la consommation de viande bovine, notamment en Chine, ou bien encore avec l'augmentation du nombre de voitures produites dans les pays émergents, parce que ces productions sont très consommatrices d'eau. Tout cela pour expliquer la raison pour laquelle on tend vers une raréfaction de cette ressource. Il y a de moins en moins d'eau disponible par habitant, en moyenne, et ce n'est pas lié à l'augmentation de la population mondiale, mais à notre système de production de biens. Et bien dès lors, comme on le dit désormais, faut-il s'attendre à des guerres pour l'eau, dans la mesure où la guerre est un moyen d'acquérir ou de conserver une ressource qui devient rare. Parce que le raisonnement politique est le suivant. L'eau représente un enjeu économique, on l'a compris, elle est perçue comme une ressource nationale présente sur un territoire,
Or, cette perception ne correspond pas à la réalité. L'eau est avant tout une ressource transnationale qui ignore la souveraineté des États puisque la plupart des fleuves se partagent entre plusieurs pays. C'est le cas par exemple du Danube en Europe, qui est commun à 10 pays. Le Nil et ses affluents en Afrique traversent plusieurs pays avant d'atteindre son delta. Le Mékong en Asie du Sud-Est traverse 6 pays avant d'atteindre la mer de Chine. Prenons 3 exemples précis. L'Indus, qui est un grand fleuve qui a donné naissance à la civilisation harapéenne et au site de Mohenjo-Daro, prend sa source dans les chaînes de l'Himalaya en Chine. Il passe ensuite dans le Cachemire, puis traverse le Pendjab et la province du Sindh, avant de se jeter dans le golfe d'Oman, à l'est de la ville pakistanaise de Karachi. Eh bien, le Pakistan, qui est un pays essentiellement agricole, dépend de ce fleuve pour ses ressources en eau à hauteur de 76%. Eh bien, c'est là une situation préoccupante pour l'État du Pakistan, dans la mesure où la tension est presque permanente avec le voisin indien, sur les questions de frontières, sur la question du Cachemire, sur l'influence en Afghanistan, et bien sûr sur la question de la parité nucléaire. Deuxième exemple, au Moyen-Orient. Le Tigre et l'Euphrate prennent naissance dans les monts du Taurus dans l'est de la Turquie. Vers l'aval, ils se dirigent vers la Syrie et l'Irak, 2 grands États qui ont besoin de l'eau de ces fleuves, notamment pour l'irrigation de leur agriculture. Eh bien, la Turquie s'est lancée dans un programme important de développement de la partie sud-est de son territoire, dans le Kurdistan turc. Elle y construit des barrages pour alimenter en eau cette région et y développer l'agriculture. Or, ces barrages créent une rétention importante du débit de l'eau vers les 2 pays de l'aval, ce qui crée des tensions politiques entre les 3 États, tous plus ou moins tributaires des eaux de ces 2 fleuves. Eh bien, cet exemple permet de montrer que l'eau est une ressource partagée, nullement nationale. Elle n'est pas en soi une source de tension politique, mais elle peut le devenir en fonction de l'état des relations politiques entre les pays voisins. Regardons maintenant un 3e exemple en Amérique latine, mais cette fois en évoquant la question des eaux souterraines. On l'a vu tout à l'heure sur la carte anamorphosée, l'Amérique latine détient à elle seule environ 1/4 des ressources en eau douce de la planète. Et parmi ces ressources, il y a un aquifère souterrain qui est peu connu, qui s'appelle l'aquifère Guarani. On voit sur la carte où il se situe, et cette nappe immense suscite de nombreuses convoitises. Alors de quoi s'agit-il exactement? L'aquifère Guarani est le résultat d'éruptions volcaniques qui ont eu lieu il y a 65 millions d'années. À l'époque, la lave, en refroidissant, s'est transformée en un bouclier de basalte, puis après l'ère des glaciations, l'eau de la fonte a rempli les couches rocheuses souterraines, très poreuses, formant ainsi cet immense réservoir. Avec près de 1 million de km², l'aquifère aujourd'hui est à cheval sur 4 États: le Brésil, l'Argentine, le Paraguay, l'Uruguay, et d'après les estimations, il contiendrait une quantité d'eau suffisante pour alimenter la population mondiale pendant près de 200 ans. Alors un tel chiffre est évidemment approximatif, car on ne connaît pas exactement les potentialités de cet aquifère, les explorations étant coûteuses. En revanche, ce qui est sûr, c'est que l'accès à cette nappe est tout à fait stratégique, et pour les 4 États riverains, et plus largement, puisque l'accès à cet aquifère est recherché par les géants de l'agroalimentaire et les entreprises productrices d'éthanol. Or, malgré l'immensité de la ressource, elle n'a rien d'infini, et l'on en perçoit déjà la fragilité et la limite. Certaines villes de la région, comme Ribeirão Preto, sont approvisionnées exclusivement grâce à l'eau de l'aquifère. Les zones de pompage sont faciles, et c'est là où, précisément, l'urbanisation est la plus importante. Ce bétonnage et l'urbanisation à outrance empêchent l'eau de pluie de pénétrer la roche, donc la nappe ne se recharge pas. De plus, ces zones de recharge sont fréquemment soumises à une forte pollution venant des pesticides et engrais utilisés dans les exploitations agricoles ou des eaux usées issues des industries. Alors ce cas de l'aquifère Guarani résume bien en fait l'ensemble des problèmes liés à l'eau. Il s'agit là d'une ressource partagée et non pas strictement nationale, donc cela impose la coopération entre États. Elle contraint à l'anticipation pour la gestion de la ressource, d'autant plus que les villes et les industries rejettent des eaux usées qui ne sont que trop rarement traitées et qui redescendent dans les nappes. Ensuite, hors des villes,
Les niveaux de pollution sont élevés car il y a les pesticides et les engrais qui viennent des zones agricoles. Et sur le plan politique, maintenant, sans accords intergouvernementaux, à la fois techniques et juridiques, les nappes peuvent devenir une source de tension. En fait, il s'agit là d'une ressource particulière. D'abord, l'eau est renouvelable, à la différence des ressources fossiles. Il n'y a pas de marché mondial de l'eau, mais des marchés fractionnés. Donc l'eau devrait-elle avoir un prix mondial lié à un marché comme les autres ressources naturelles? Ou bien est-ce qu'il faut établir un droit fondamental d'accès à l'eau avec cette idée de bien public mondial? Très bien, mais alors comment couvre-t-on l'investissement pour le traitement et pour les infrastructures qui amènent l'eau aux consommateurs? Alors il y a et il y aura des tensions autour de cette ressource, mais pas nécessairement de guerre pour l'eau dans le strict sens de la confrontation militaire. Dans un prochain numéro, je vous décrirai la situation de l'eau entre Israël et les Palestiniens. Voilà, ces cartes très intéressantes que je vous ai montrées, les cartes en anamorphose, vous pouvez les retrouver dans l'Atlas du monde réel, édité aux éditions de la Martinière. J'y reviendrai sûrement dans un autre dessous des cartes. Il y a l'Atlas mondial de l'eau qui vient de sortir récemment aux éditions Autrement. Et puis enfin ce livre de Eric Orsena, L'avenir de l'eau, où l'auteur poursuit sa grande enquête dans son précis de mondialisation. Il avait commencé par le coton, il poursuit avec l'avenir de l'eau aux éditions Fayard. Voilà, vous pouvez retrouver toutes ces références sur notre site du dessous des cartes, arte.tv.